Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au Vidéorandia du samedi soir. Directement de Mont-Saint-Hilaire, sur la rive sud de Montréal, au Québec, Canada, devant la maison chez moi, le potager. Nous étions en première samedi, le 25 mai 2024, pour le Vidéorandia numéro 21. Apprendre à contrôler sa conscience, c'est comme apprendre à contrôler un drone. Il y a toutes sortes d'embûches qui peuvent se présenter. Et évidemment, on peut être surpris par la tournure des événements autour de soi, comme le vent, la pluie ou la neige, et aussi une mauvaise direction, alors qu'on croit être dans la bonne voie pour élever notre conscience, et tout d'un coup arrive un obstacle imprévu. Tout peut basculer. On retombe subitement les deux pieds sur terre, se rendre compte qu'on a peut-être été clopé par des expériences qui nous ont nui plus que nous ont aidés. Quoi que dirait-on, si on en survit, on grandit. 100 fois sur le métier, se remettre à l'ouvrage, tenter par d'autres moyens d'élever sa conscience, et même des fois, sans s'en rendre compte, l'obstacle arrive de derrière soi. On ne l'avait pas vu venir. C'est souvent en voulant aider un ami qu'on peut aussi s'engager dans une piste qui, croirait-on, ensemble, nous aiderait tous les deux à évoluer notre conscience, prendre de l'altitude. Mais c'est justement en voulant s'entraider que des fois on nuit, on se nuit et on chute encore une fois. Alors je vous dis, ça prend beaucoup d'expérience, ça prend beaucoup de tentatives, ça prend plusieurs directions, plusieurs chemins pour évoluer, contrôler notre conscience qui devrait prendre de l'altitude et qui finit toujours par tomber. On revient à des choses très matérielles, très temporelles, très, j'allais dire, essentielles dans la survie de l'être dans notre monde. Entendre la voix de sa conscience peut nous aider aussi à réaliser à quel point on contrôle bien notre drone par le son que l'appareil produit. On subit encore des échecs, mais à chaque fois, on améliore notre contrôle. Pour un jour découvrir que oui, on maintient l'appareil en altitude, on peut même diriger la caméra pour voir ce qui nous intéresse, ce qui nous passionne. Même si encore une fois, on rechute. Or, la rechute n'est pas toujours au sol, mais des fois c'est même déjà en altitude, dans une secte, dans un mouvement qui nous donne l'impression d'être en hauteur. Et on est prisonnier de ce groupement, de cette secte. Même si nous sommes en position d'altitude d'une conscience plus élevée que la moyenne des gens. Et souvent, ça prend l'intervention d'une main extérieure qui vient nous sortir de cette position fâcheuse, prisonnier d'une secte. Bonne émission. Alors oui, donc on rencontre M. Michel Labrèche. Alors je l'invite à me rejoindre immédiatement. Alors, bonjour Michel. Bonjour Richard, oui, bonjour. Comment ça va? Ça va très très bien, toi? Oui, numéro 1, il fait beau. Ben oui. Alors écoute, tu m'as dit, j'ai des choses à dire. Je ne sais pas si les gens se souviennent de toi, mais tu es un gars qui a écrit une brique, une encyclopédie en combien? 10, 12 volumes? 8 volumes de 300 8 pages. volumes, bon. Ça s'appelle? Les pouvoirs de la magicienne avec un S. OK. Et ça, c'est toujours disponible. Les gens pourraient toujours se le procurer. Non. Bon. Alors, Michel, tu m'as demandé, j'allais presque dire supplié, de participer à l'émission de Richard Glenn pour parler. Tu as des choses nouvelles à nous dire. Tu veux absolument qu'on aborde quelque chose en rapport avec Bernard de Montréal. Moi, je suis tout à fait disposé, d'autant plus que je reçois des autorisations de parler de certaines choses concernant
le supramental. Alors, Michel, à toi la parole. Bonjour tout le monde, ça fait un grand plaisir et un grand honneur d'être ici. Aujourd'hui, je suis actuellement à Blainville, à 2 pas de Sainte-Adèle où je réside. Et voilà. Donc, mon livre, je l'avais dit, Richard, ça s'appelle Les pouvoirs de la magicienne. Alors, quand on dit la magicienne, ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a la mienne, la tienne, la nôtre. Quand quelqu'un est rendu dans le pouvoir de son esprit, de l'intelligence, de l'amour et du... OK? Il devient un grand magicien comme Bernard de Montréal l'était. OK? Bernard de Montréal est parti il y a à peu près 22 ans, en 2002-2003. OK? Et il y a beaucoup de gens qui s'ennuient de lui parce que c'était une personne qui avait vraiment la parole vibratoire. Et enfin, j'ouvre une parenthèse, il y a des gens qui écoutent du Bernard de Montréal, c'est bon, ça donne l'essentiel du message, mais ça ne donne pas du tout la vibration du message, parce que Bernard, quand il parlait, les gens avaient la chair de poule parce qu'il était vraiment fort. Et si vous essayez d'écouter une chanson sans musique, la chanson n'a pas du tout la même intonation. Si vous avez un film sans trame sonore, le film n'aura pas du tout la même force d'impact. Alors, mon livre s'appelle Les pouvoirs de la magicienne, et moi, je considère que je suis un magicien du supramental. OK? J'ai assisté personnellement environ à 500 à 600 conférences de Bernard de 1982, date de mon premier séminaire avec Bernard, le 26 février 82, jusqu'à temps qu'il décède. La veille ou l'avant-veille qu'il est décédé, j'étais là dans la salle au Laure Berry à Montréal et j'étais une personne qui posait beaucoup de questions. D'ailleurs, si vous écoutez certaines conférences, vous allez voir qu'il y avait 3-4 personnes qui parlaient. Il y avait mon ami Jacques Dussault, que tout le monde appelait Coco. Il y avait Daniel Ménard, que les gens connaissent bien. Richard aussi, qui s'appelait Gros Minou. OK? Il y avait plein de minous, ce gars. Puis il y avait aussi mon ami, bon, j'oublie son nom, là. En tout cas, ajusteur d'assurance, là. Je m'excuse, j'ai un blanc, mais c'est pas grave, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé d'eux autres. De toute façon, ce qui est important, c'est l'essence du message de Bernard. OK? Bernard, c'était un grand Melchisédek, selon moi. Ça veut dire que c'était un roi de la justice. Et dans la façon qu'il est venu ici, il est venu pour réveiller les éthers, pour descendre l'intelligence, OK, sur la terre. Et lui, avec sa volonté cosmique, il parlait du mensonge cosmique. OK? Il disait que les gens qui avaient une retenue d'information étaient empêchés de voir, étaient empêchés d'avoir accès à des informations primordiales et fondamentales. Et sur ce, j'ai parlé avec Richard tout à l'heure. Ça se peut qu'on mette même peut-être un petit bout de Bernard qui parle avec beaucoup de force pour montrer son point à l'effet que l'être humain est totalement ignorant et totalement pris par l'astral, par les émotions, par les forces négatives qui l'empêchent d'évoluer et qui le maintiennent cloué au sol. Bon, est-ce que ça va, Richard? Oui, ton image est toute saccadée. Je vais juste te dire parfait. que pendant que tu as parlé qu'on entendrait Bernard de Montréal dans sa crise, là, on va le laisser aller. Puis, je suis en train de te prévenir que ton image, t'es figé. D'un coup, il y a une image qui change, t'es figé. D'un coup, il y a une image qui change, t'es figé. On Alors, appelle ça des vraiment interférences. pas très réussi, mais moi, je continue. Là. Je te laisse aller parce que c'est ton heure. Tu as 1 heure. On est prêt, puis on t'enregistre. C'est parfait. Mais, alors là, on va dire que Bernard a terminé sa crise. Tu te souviens de ce qu'il disait, là? Oui. Okay. Alors c'était bon. Bernard de Montréal, vraiment, au début des années 1990, hein, à peu près. Oui. D'ailleurs, à cette conférence-là, j'étais assis dans la salle, quasiment le premier en ligne, et je voyais que Bernard parlait avec beaucoup de force parce qu'il était obligé de la condition humaine. Et l'essence de son message, c'était qu'un homme qui veut avoir des informations avec les plans invisibles a l'autorité, le devoir et la faculté de demander des questions pour avoir des réponses claires et précises. Je n'ai jamais de bon à dire ou de bien à dire en ce qui concerne les plans parallèles ou les civilisations parallèles. Et la raison est très simple.
Parce que le mensonge cosmique fait partie de la retenue de l'information. Et quand un homme est retenu dans l'information, quand un homme ne peut pas avoir une réponse claire et nette, il y a des raisons. Il y a toujours des raisons. Il y a toujours des bonnes raisons. Mais l'homme, lui, en tant qu'individu, doit poursuivre sa lutte pour en arriver un jour à faire éclater le mystère de la conscience. Et l'homme fera éclater le mystère de la conscience. Quand le mystère de la conscience sur la terre sera éclaté, il y aura des hommes sur la terre qui pourront sortir de leur corps, aller et voyager sur le plan éthérique de la terre, rentrer dans les corridors éthériques de la terre, rentrer en contact avec les anciens dépositoires de la connaissance cosmique sur la terre, qui sont dans ces corridors-là. L'homme pourra même s'investir du droit d'empêcher certaines civilisations de visiter la terre si ces civilisations-là ne sont pas capables de s'adonner, de respecter les conditions évolutives d'une humanité qui ne connaît pas le mystère, mais qui, en elle, sur le plan psychique de l'âme, sur le plan psychique de l'âme collective, représente la lumière cosmique sur une planète perdue. Pensez-vous que je suis en crise pour rien pendant 25 ans? Pensez-vous que c'est normal pour un homme d'être en crise depuis 25 ans? D'être en colère depuis 25 ans? La seule raison que je suis en colère, c'est parce qu'au niveau de ma propre expérience, au niveau de mon contact avec l'occulte, au niveau de mon contact avec les plans, au niveau de ma télépathie avec les plans, je suis encore en lutte pour forcer les plans à s'ouvrir à l'âme, pour que finalement les âmes en arrivent un jour à faire une correction en ce qui concerne la civilisation terrestre. Si vous allez apprendre à prendre le contrôle un jour, l'homme va le prendre le contrôle un jour. Si je vous parle, vous allez vous accrocher à ce que je vous dis. Parce que quand je crie, puis je vous mets en vibration, vous sortez de la crise de salle, puis vous vous rappelez plus de rien ce que j'ai dit. C'est pas la connaissance, puis la communication à partir des plans parallèles qui va vous rendre libre. C'est votre capacité en tant qu'individu de reconnaître les trappes, reconnaître les illusions, continuer à reconnaître les illusions jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Quand il n'y en aura plus d'illusions, vous seul, vous le saurez. À ce moment-là, vous serez libre. Mais il y a des choses que vous devez arriver à conclure par vous-même. Vous ne pouvez pas indéfiniment vous référer à un ou à l'autre. Vous devez en arriver à conclure par vous-même. Vous devez en arriver à tester vous-même votre niveau de conscience pour pouvoir ensuite mesurer la validité des connaissances. Mais si vous n'en arrivez pas à vous greffer à votre propre lumière, à développer cette centricité extraordinaire que l'homme nouveau possédera, qui fera partie de l'élimination des forces de la mémoire sur sa conscience universelle, vous n'aurez jamais d'identité, vous serez toujours à la recherche de quelque chose de neuf. Vous serez toujours à la recherche de gourous, d'écoles, d'idées, de théories, et un jour, à cause des lois de probabilité, vous vous ferez prendre du clé de terre. Pensez-vous que c'est normal qu'une civilisation humaine qui est passée par des hauts cycles comme les Égyptiens, les Grecs, les Romains, la Renaissance, aujourd'hui, soit dans une situation tellement astralisée qu'on est rendu à un point où la Terre aujourd'hui se meurt. Elle est matériellement polluée et elle est psychiquement polluée. Il y a seulement une chose qui compte, c'est votre vie à vous autres. Pas la vie du gars à côté de vous autres, votre vie à vous autres. Votre individualité. Ça veut dire quoi, votre individualité? C'est votre forteresse.
Votre individualité, c'est votre seule forteresse. Vous en avez pas d'autre. À partir du moment où cette forteresse-là s'affaiblit, à partir du moment où les murs de cette forteresse-là tremblent sous la pression d'influence extérieure, vous êtes des êtres qui, dans un temps ou dans un autre, se feront astraliser. C'est facile de se faire astraliser. Mais tabarnak, le jour où vous allez venir en contact avec les forces de vie qui vont vous tester, c'est là qu'on va voir si vous êtes astralisable, c'est là qu'on va voir si vous avez réellement de l'identité, c'est là qu'on va voir si réellement l'homme il est fait de lumière ou de matière grise. Je suis tanné de l'hypocrisie humaine à tous les niveaux. Les religions, le shintoïsme, l'hindouisme, toute la crise de barbarisme évolutif, j'en vomis. Sans parler de toute la crise de brouhaha qui est en dehors de la conscience, qui fait partie des mœurs, qui fait partie de la périphérie, de ce qui est essentiel pour l'homme, qui est son seul réconfort, sa seule source, c'est sa lumière. Il n'y a pas d'autre chose que votre crise de lumière. Votre lumière, c'est votre conscience. Vos hosties de connaissances, tout ce qui est écrit dans les livres, c'est simplement pour vous donner une idée de ce que vous ne comprenez pas. Parce que plus que j'haïs, plus que je passe dans le plan mental, plus que je le sors, je le fais sortir le Christ de Dieu qui nous a gardés pendant l'évolution, puis qui a fait de nous autres des hosties d'esclaves de calice. Je suis allé voir du monde qui se suicide parce qu'il y a un calice de con qui s'est fait astraliser, malgré lui-même. C'est même pas de sa faute. Au moins, c'est à leur faute. Pourquoi est-ce que vous pensez que ça prend qu'il faut qu'il y ait un initié qui s'incarne dans la crise de matière pour refaire le contact avec les plans systémiques, pour ensuite commencer à dégueuler sur l'organisation occulte des mondes parallèles? Parce que si ça passe pas par là, si les initiés venaient pas d'abord dans la matière, on sera obligé de subir des contacts télépathiques astraux, on sera fait à là. Quand vous retournez chez vous, retournez avec aucune idée, toujours pas croire. Même pas moi, câlisse. Qu'est-ce que c'est cette affaire-là qu'on est obligé de croire ce qu'on dit? Je vais vous dire, parce que vous pensez. Puis quand vous pensez, vous réfléchissez. Puis quand vous réfléchissez, vous mettez de la valeur sur ce que vous réfléchissez. Puis en mettant de la valeur, vous consolidez votre ego. Puis en consolidant votre ego, vous mettez dans l'art. Puis quand vous mettez dans l'art, vous mettez les autres. Comme ça que ça marche. C'est simple. La progression de l'inconscience. Et l'essence de son message, c'était qu'un homme qui veut avoir des informations avec les plans invisibles a l'autorité, le devoir et la faculté de demander des questions pour avoir des réponses claires et précises. Sauf que c'est pas ça qui se passe, parce que seuls les grands initiés comme Bernard, un peu comme Richard Glenn, un peu comme tous ses amis comme Marc Lapelle, ce sont des gens qui sont très initiés avec toutes sortes de choses, et ce sont des gens qui sont capables d'aller plus loin pour essayer de libérer le genre humain de toutes sortes de choses qui les affligent. Bon. Donc, Bernard, la façon qu'il le dit, c'est sa façon à lui. Il faut pas oublier que ça fait à peu près 20 ans. OK? Donc, c'est très important de comprendre que quand il était fâché, il voulait juste vibratoirement, OK? Il voulait choquer les éthers pour que les gens aient le poil, le frisson, puis il voulait que les gens reçoivent son information tellement d'une façon forte que ça les change intérieurement afin qu'ils puissent développer un jour le pouvoir d'être capables eux-mêmes d'interroger les plans d'énergie pour devenir des grands Melchisédek du supramental. Voilà. Qu'est-ce qui t'anime, Michel Labrèche, avec Bernard de Montréal? Pourquoi tu veux absolument en faire la promotion, tu veux l'expliquer? Est-ce que toi, tu as bénéficié des enseignements de Bernard de Montréal dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle? Totalement. Parce que moi, après 500 conférences, j'ai compris le message. Et d'ailleurs, quand Bernard parlait,
il disait à peu près la même chose que moi je disais dans les années 80 et 90, excepté qu'il y avait un vocabulaire plus compliqué que le mien et plus précis en même temps. C'est pour ça qu'après ça, moi, après quelques années, j'ai vécu toutes sortes d'initiations, toutes sortes de chocs, toutes sortes de choses bénéfiques et de choses pas si bénéfiques qui ont fait en sorte que moi, je suis devenu Michel Labrèche. OK? Puis effectivement, en tant que notaire, ex-notaire, j'ai fait des choses avec Bernard, une sorte de papier, j'ai parlé avec lui parce qu'il aimait ça me consulter, mais c'est sûr et certain que j'étais pas officiellement le notaire personnel de Bernard, mais je faisais des affaires avec lui, puis j'étais très proche de sa conjointe, OK? Une autre magicienne de l'esprit, dans le supramental. Bon, alors, ceci étant dit, donc moi, j'ai bénéficié de beaucoup de choses, il m'est arrivé plein de choses, j'ai eu des chocs physiques, j'ai eu des peines d'amour, j'ai eu des douleurs, j'ai eu des initiations, j'ai eu des pertes monétaires, j'ai eu des problèmes de santé, j'ai eu des accidents d'auto, plein d'affaires pour que le plan d'énergie me parle, pour me faire réaliser que l'énergie et la lumière doivent descendre dans l'être humain. C'est très important parce que si l'être humain est bloqué, puis il y a des couches de nuages ou des couches d'oignons sur son âme, c'est impossible que la lumière rentre et c'est pour ça que la plupart des grands initiés ont subi eux-mêmes des chocs. D'ailleurs, Bernard a déjà eu un gros choc parce qu'à un moment donné, mais ça n'a pas été bon pour lui. OK? On a eu même des grands initiés qui peuvent se faire initier à certains niveaux parce que c'est comme ça que ça marche dans la vie pour descendre la lumière dans l'intérieur du cœur et du corps humain et de l'âme pour que le cerveau et l'intelligence puissent prédominer afin qu'on puisse devenir des êtres très supramentaux, très intelligents, qui soient en dehors de la forme, comme Bernard disait. C'est bon, Bernard? Comment tu peux expliquer le fait que tu viens de donner un exemple parmi tant d'autres? Bernard qui devait faire Roche Sauvage en Haïti, c'est devenu un fiasco monumental. Il y a plein de choses que Bernard, qui se disait bien connecté, mieux que ça, fusionné avec l'intelligence supramentale pour si mal gérer son vécu sur le plan terrestre, planétaire. Tout le monde pourrait dire, c'est à cause des gens, qui étaient pas initiés, qui étaient proches de lui. Il y a toujours des limites. À un moment donné, t'es le patron de ta vie ou t'es pas le patron de ta vie. Alors, ce qui se passe, c'est que ceci, que ce soit Bernard de Montréal, que ce soit Michel Labrèche, même que ce soit Richard Glenn, toutes ces grandes personnes-là ont tous, à un niveau ou un autre de leur vie, été obligés de frapper leur mur et de rencontrer des obstacles. On appelle ça des interférences astrales. Et des fois, c'est au niveau personnel, des fois, c'est dans la famille, dans la santé, dans le couple, dans l'argent, dans le travail, socialement parlant, de sport, ça peut être toutes de choses. OK? Mais une fois que ça arrive, la personne, quand elle est capable de tomber du cheval et se remettre en selle, elle devient une personne encore plus forte. Alors, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Tout ça, et c'est totalement réel. Bon, je vais continuer. Alors maintenant, dans l'émission d'aujourd'hui, Michel, tu parles à beaucoup de monde qui suivent Bernard de Montréal et qui t'ont connu directement ou indirectement à travers les travaux de Bernard. Bernard, as-tu déjà parlé de toi en conférence? Est-ce qu'il a déjà donné ton nom, Michel Labrèche? Totalement. En 1996, quand j'ai écrit mon premier livre, Le Statut de la liberté, je lui ai montré, il a apprécié le livre, il l'a lu en une seconde, puis vibratoirement, il a dit, ça c'est un livre incroyable et fantastique. Puis en conférence, il venait de sortir, il n'y a pas longtemps, La Genèse du réel, puis il avait sorti Le dialogue avec l'invisible. Et il a dit devant tout le monde avec son accent, il dit, toi, tu veux pas écrire un livre comme moi, puis moi, je suis pas capable d'écrire un livre comme toi, puis les deux ensemble ont fait une dualité d'énergie, d'esprit. Et ça, c'est à peu près en 97 qu'il a dit ça, quand j'ai été le voir. Et plusieurs fois, il a dit toutes sortes de choses. Si vous écoutez des cassettes, vous allez écouter, à un moment donné, il y a un gars qui pose plein de questions, c'est moi. Puis quand je posais des questions, des fois, j'étais curieux. À un moment donné, on l'entendait, toi le notaire, OK, pas toi, toi le notaire, t'es bien trop curieux, arrête, tu m'énerves. Oui, je comprends. T'as pas des extraits de ces émissions-là, parce que pour moi, ça serait facile si j'avais le numéro.
à quel moment Ben, c'est donné. facile, Tu il les y en a envoies un, par c'est courrier, août puis je vais les 97. présenter. La conférence avec François Payotte de août 97, c'est là-dedans, il me dit, hey, toi, terre, puis on l'entend devant tout le monde, t'es ben trop curieux. OK? Puis à Oui, d'autres occasions, à un moment donné, je disais ça à Elisabeth, c'était vraiment drôle. À un moment donné, il parlait d'un chauffeur de taxi qui était pas gentil avec lui, puis pour le désamorcer, au lieu de crier après, il a été tellement gentil que le gars, il a été obligé de partir. Puis après ça, il m'a pris devant tout le monde, il a pété sa coche devant moi, il m'a brassé comme si on était en train de secouer un vieux tapis. Puis il a dit, il y a un autre gars qui m'énervait, puis je dis par le collet, puis j'ai dit, toi, tu vas arrêter de m'énerver. Puis il m'a brassé, là, je sais pas si vous le voyez, là, il m'a brassé de même, devant tout le monde, puis j'avais à peine 30 ans, j'étais notaire depuis 7-8 ans à peu près. On parle d'à peu près 1990, ça c'était au Sheraton de Laval, OK? C'était dans le sous-sol, puis on était au moins une centaine de personnes. Puis je me rappelle que Bernard, c'est la seule fois physiquement qu'il m'a touché. Puis aujourd'hui, quelqu'un qui fait comme ça, je pense qu'il y aurait des problèmes avec la DPJ ou je sais pas trop quoi. Parce qu'en théorie, t'es pas supposé brosser la cage de quelqu'un fort de même. Mais moi, j'ai aimé ça parce que je pense qu'il y avait des affaires à me montrer, puis il y avait des affaires à me faire vivre, puis je les ai vécues. OK? ouais, la DPJ, ça, c'est pour les enfants en bas de 18 ans, là. Attends un peu, Bon, mais t'avais pas la au-dessus de DPJ 30 ans quand d'abord. même, là. Il peut te brasser, là. Oui. Bon, alors, j'aimerais savoir, là, pour les gens qui nous écoutent, quel est ton message? Quel est le but de ta présence à Ésotérisme expérimental? Profites-en, Le je but te de la la parole. présence, c'est très simple. Moi, premièrement, ma première sortie officielle, c'était le 6 octobre 83 au Queen Elizabeth devant 1000 personnes. J'ai parlé avec un de mes amis. Moi, j'ai côtoyé les grands de ce monde dans le monde ésotérique. OK? Les francs-maçons. OK? Alors, mon message, c'est pas tellement compliqué. Moi, ma vibration, c'est 5. 5, c'est le chiffre de l'amour. Et moi, Bernard de Montréal, intelligence, OK? Il y a la volonté. Moi, ma personnalité intrinsèque fait en sorte que moi, je viendrais mettre mon grain de sel là-dedans, puis je parlerai du supramental, je parlerai de la volonté cosmique, puis je me permettrais même de parler un petit peu de l'amour cosmique. OK? Parce que je suis totalement investi dans ma personne d'un amour qui est total. Puis ceux qui me connaissent, ils savent que je suis l'amour sur deux pattes. OK? Mais ça m'empêche pas d'avoir de l'esprit, de l'intelligence et être dans le supramental en même temps. Puis ma force de ma volonté devait être affinée. Ça, c'est ça qui me manquait. C'est pour ça que j'ai eu 3-4 accidents d'auto quasiment mortels. Je t'entends plus. Je t'entends plus, Michel. Bon, ils viennent de débarquer. On vient de le perdre. Il semblerait bien que la communication est définitivement coupée avec notre ami Michel Labrèche. Vu les circonstances, je vais tenter de faire un direct avec vous sur les types de relations que je reçois la nuit, soit des rencontres par paquet d'individus qui sont de la planète Terre comme de d'autres mondes dans notre troisième dimension d'un espace-temps qui est assez proche de celui qu'on connaît ici sur Terre. Et les informations qui sont données sont un peu comme des rendez-vous dans des centres d'information générés par les sources qu'on retrouve un peu partout dans le cosmos. D'autre part, il y a des rencontres plus intimistes où on est une dizaine, une quinzaine maximum. En général, presque tous du même univers, de façon à ce que les gens soient capables de se contacter, de se communiquer entre eux. Et pour la nuit dernière, il est arrivé un contact assez original. On m'a parlé de ce fameux Bernard de Montréal, qui, après sa vie sur la Terre, a continué dans son existence sur l'autre monde, sur l'autre planète, et il est décédé. Alors, il est parti, cette fois-ci, de façon définitive,
des plans qu'on appellerait de la réalité matérielle, avec un concept espace-temps que tout le monde connaît. Et c'était ailleurs qu'ici, sur Terre, où il y a eu à peu près aucune cérémonie à son départ, aucun souvenir de ce personnage dans un cimetière ou par une statue. Alors que là-bas, il y a eu un endroit où on a conservé sa dépouille, probablement comme ici on a des cimetières. Et c'est un endroit où on avait placé beaucoup d'arbres, comme on a ici sur Terre, des arbres avec des feuilles vertes, et puis à un moment donné, ils changent de couleur. Mais là, ils changent de couleur très fréquemment. Dans une journée, ils peuvent passer de couleur d'automne à couleur d'été. Pourquoi? Parce que tant qu'il y a plein de soleil, les arbres sont verts. Quand ils sont privés de soleil, soit par des ombrages, par des nuages, par la nuit, ils vont changer de couleur. Et ils reviennent verts au moment où il y a du soleil. Et on a placé ces arbres-là tout près de la tombe de Bernard de Montréal. J'ai posé la question, il y a une raison, parce que c'est toute la même essence d'arbre. Ils m'ont dit, oui, en fait, c'est parce que Bernard de Montréal était comme une lumière, comme un soleil. Et c'était de bien figurer, de montrer aux êtres qui visitent la tombe de Bernard de Montréal, qui n'aura pas fini de marquer le monde. Là, on est dans la deuxième phase après son départ. Il y a une deuxième phase. La première, c'était quand il était vivant avec ses propos et tout ça. La deuxième phase qui débute seulement. Et il y aura une troisième phase plus tard, quand on comprendra, avec des contacts avec des extraterrestres, que le monsieur était à deux endroits. Bon. Alors, on m'a expliqué que c'était ça. Autour de la tombe, on a mis exprès des arbres de l'essence qui changent de couleur quand il manque de lumière. Pour montrer que quand les êtres humains manquent de la lumière de Bernard, soit par une écoute de conférence, ou soit par le fait de l'avoir connu, etc., ça les fait flétrir. Ça les ramène dans des couleurs originales particulières, un peu comme à l'automne. Mais dès que la lumière revient, en écoutant la conférence, en se branchant sur l'énergie de Bernard, hop, ils reviennent dans la verdure. J'ai trouvé ça particulier parce que je n'étais pas au courant de ces choses-là. On appelle ça le mémorial de Bernard de Montréal. J'ai pris des notes ce matin en me réveillant, et Geneviève qui me demande, comme à tous les matins, as-tu rêvé? As-tu appris des choses cette nuit? Je lui verbalise très souvent ce que j'ai rêvé, et en me disant, elle est ma mémoire phénoménale, biologique. Mon disque dur externe, mais biologique. Geneviève, elle retient plein de choses. Elle peut me parler 2 ans plus tard. Tu sais, t'as déjà dit telle affaire. Puis c'est vrai. Il faut le remettre dans le contexte. Et quand on ne met pas dans le bon contexte, des fois, elle me reproche d'avoir des contradictions. Mais j'ai dit non. Ce que tu as retenu, c'est exact par rapport au contexte dans lequel tu m'avais posé la question à ce moment-là. Alors, c'était le premier élément de la nuit dernière. Pour vous dire, il s'en passe des choses dans une nuit? Ben oui. Le deuxième, Hergé a aimé son corps terrestre humain, alors que Bernard de Montréal, BDM, n'a pas aimé son corps terrestre. C'est BBB, beau, bon, bien, de d'abord aimer son corps. Parfois, c'est nécessaire d'apprendre à s'aimer pour aimer les autres et faire aimer les autres à eux-mêmes. C'est sûr. J'ai eu beaucoup d'expériences dans le monde ici où on s'aperçoit qu'il y a des gens qui ne s'aiment pas. Comment voulez-vous qu'ils aiment les autres? C'est un peu comme quelqu'un qui ne sait pas conduire une automobile. Comment voulez-vous qu'ils expriment aux autres comment conduire une automobile s'ils ne le font pas pour eux-mêmes? Alors, le corps des autres, vraiment, le corps des autres, bien sûr. Oui, c'est ça, et apprendre à aimer le corps des autres, s'ils n'aiment pas leur propre corps, ça serait bien pénible de pouvoir apprécier toutes les saveurs du corps. Ensuite, troisième élément que je retiens de ma nuit dernière, sur Terre, il y a 2 mondes en conflit.
on n'est pas surpris, il y a des conflits sur Terre. Mais présenté de la façon qu'ici, c'est un peu original. Les matérialistes vivent le succès par le progrès matériel. Les spiritualistes descendent les valeurs humaines par l'évolution de la conscience. Un, c'est dans le progrès matériel, l'autre, c'est dans l'évolution par la conscience qui prend de l'altitude, comme on disait. Le pouvoir des humains matérialistes utilise, ah oui, ça c'est spécial, utilise la violence. Utilise la violence radicale et rapide, jusqu'à tuer des humains pour arriver à leur fin. Les matérialistes, le pouvoir des matérialistes se fait de cette façon très radicale. C'est la façon dont les matérialistes gèrent leur contrôle de la planète par un pouvoir excessif. Il n'y a aucune barrière, il n'y a rien qui les empêche d'aller jusqu'au fond des choses. Alors que les humains plus spirituels, eux, vont être respectueux des valeurs de l'être humain, des valeurs spirituelles. On parle du beau, bon, bien. Il n'y a que 3 lois sur le plan spirituel. Alors que sur le plan matériel, il y a 3869 lois, 927. 389 927 lois actuellement au Canada qui gèrent les plans matériels. Quand on est matérialiste, on s'embourbe dans des labyrinthes de lois et on est comme des matérialistes sans vision loin. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la conscience très, très élevée. Alors, ils n'ont pas d'objectif à long terme. C'est toujours du rapide, instantané pour répondre aux fameuses attentes par les 7 péchés capitaux. Alors, les matérialistes utilisent les 7 péchés capitaux qui est porté par chaque être humain sur Terre, l'envie, hein, besoin de montrer qu'on est supérieur aux autres, puis quand on en voit d'autres qui ont quelque chose de plus, on veut les rabaisser, on veut les ruiner, on veut leur enlever leur... Non, on veut toujours comme ça. L'envie, la gourmandise. La gourmandise, ça peut être dans la nourriture, ça peut être dans l'argent, ça peut être dans toutes sortes de choses. Évidemment, l'avarice, c'est une autre chose. L'orgueil, ça c'en est tout un. L'orgueil. La luxure, c'est le sexe. Hein? On sait très bien que ça fait chuter énormément de gens. Alors, tout est dans le rapide. Et pour avoir plus rapide que rapide, c'est qu'on fournit tout ce que les gens demandent immédiatement. Ce qu'on appelle le crédit. Tu le veux? Prends ta carte, fais schlick, tu l'as. Oui, mais il faut que tu payes un jour. Et si tu es en retard, tu payes des intérêts, tes dettes augmentent, et tout devient incontrôlable. Alors que pour les autres, les spiritualistes, il faut que tu ailles le chercher, le mériter, soit par des efforts, soit par des intentions qui sont tellement bonnes que oui, tu vas être aidé. Et à ce moment-là, ces êtres-là ne se servent pas du tout des péchés capitaux. Ils vont même, des fois, se rendre compte que tu as des faiblesses dans tel péché capital ou capitaux, et ils vont essayer de te donner des bons conseils. Ils vont même pouvoir intervenir. Et là, j'arrive à la 3e, 4e phase de l'information que j'ai reçue la nuit dernière. Vous allez me dire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est vrai d'une certaine façon. Il faut comprendre le contexte dans lequel tout ça est arrivé. Là, j'y vais avec le dernier petit passage. Parfois, la conscience utilise, des hommes violents. Parfois, la conscience utilise des hommes violents. On nous donnait comme exemple des dictateurs égocentriques, psychopathes, bipolaires, qui servent à fustiger des groupes de personnes ou des individus ou des situations
en se disant, mais ils sont bien bêtes. C'est ce qu'on entend par les psychopathes, puis les dictateurs, puis tout ça. Pour faire avancer sa conscience, on dira que l'humanité évolue et progresse à chaque guerre. Quand il y a une guerre, c'est drôle, mais on prend conscience de quelque chose. Là. Il y a des gens qui débarquent de vouloir continuer à asservir, à dominer, à éliminer l'ennemi. L'ennemi apparaîtra toujours si tu portes de l'attention sur l'ennemi, et à ce moment-là, tu vas vivre dans un enfer perpétuel. Alors, c'est un peu les principes de l'Annex Clause. On en a souvent parlé, là, la fameuse roue là, de tout ce qui est présenté. Parce que en faisant le tour de la roue, on revoit continuellement les cycles qui reviennent continuellement. Et on est dans le retour prochain d'un grand monarque. Ah oui. Alors, tout ça veut nous faire comprendre que si on se débat sur la terre pour le bien puis le mal puis tout ça, on y arrivera pas. Il faut simplement réaliser que sur Terre, il y a des éliques, donc des humains matérialistes, un peu au niveau des animaux instinctifs, satisfaction rapide, instantanée, des éliques. Les psychiques, qui sont entre les deux extrêmes. Ils sont parfois animaux, parfois angéliques. Ils sont parfois très égocentriques et parfois ils peuvent se mettre en gang, en groupe et s'entraider entre eux autres pour faire le bien ou pour faire le mal. C'est le même principe. Une gang de bandits, c'est autant qu'une gang, il y a une espèce d'éthique chez les Hells Angels qui est des fois très, très édifiant. Ils ont des règles. Tu t'attaques pas à des enfants, tu t'attaques pas à une femme, etc., etc. Et vous le savez, l'autre niveau d'êtres humains qui sont plus spirituels, c'est les pneumatiques. Pneuma dans le sens du souffle. Tu sais, quand tu as une pneumonie, tu perds le souffle. Tu as de l'eau dans les poumons. Bon, alors les pneumatiques, c'est les poumons. C'est la respiration. C'est dans la respiration qui rentre de l'air, de l'oxygène, et qui nettoie le sang. Et le sang, c'est représenté dans la société par l'argent. L'argent circule, comme le sang circule, et le sang permet de transformer un bien matériel qui a été arrangé, nettoyé, fabriqué, mis sur le marché, et tu donnes de ton sang, de ton argent, pour te procurer un bien qui a été évolué. C'est-à-dire que pour lui, c'est un progrès. C'est de la matière qui a été organisée pour que ça devienne utile, et c'est pour ça que tu es prêt à payer pour donner du sang, de l'argent, pour te le procurer. C'est une façon d'exprimer les choses qui est assez originale de ces nuits que je vis régulièrement. Ben voilà, alors c'était une parenthèse dans cette très étrange émission qui s'est suivie. Imaginez, le téléphone a sonné. Alors que je pensais qu'on avait perdu notre ami Michel Labrèche. Ben, non, il a abouti au téléphone. Est-ce que vous êtes prêts à l'entendre encore? Je vous le dis, c'est surprenant, la tournure des événements des fois. Alors, il n'y a pas de hasard. Merci de votre attention pour cette petite parenthèse très spéciale. Pensez aux arbres qui changent de couleur s'il manque de lumière, de soleil. On retourne à notre rencontre avec Michel Labrèche et au téléphone cette fois. On va voir à quoi ça va rimer tout ça. Oui, oui, allô? Allô, Charles? Oui, allô, oui. Je sais pas ce qui est arrivé parce que mon téléphone il a planté. Je suis capable de l'éteindre. Il y a quelqu'un quelque part qui agit dans l'invisible pour nuire à cette diffusion. Qui veulent
Ben, ça se peut. Est-ce que tu m'entends, là? Oui, oui, moi, je t'entends au téléphone, là, pas dans la Bon, télévision. est-ce Là. que la conférence, on peut la faire juste en audio? Ça me dérange pas. Les gens, ils m'ont vu pendant 10 minutes. Ils vont savoir qu'est-ce que j'ai l'air. OK? Si on le fait en audio, ça va marcher. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, tout le monde? Il y a des gens qui disent non, il y a des gens qui disent OK, on lui donne une chance. OK, on te donne une chance, Michel, un peu, mais pas peut-être pas très longtemps, mais essaye de résumer ça à quelques minutes. Oui. On va faire en audio quelques minutes, OK? Mais non, je continue, là, ça enregistre, là, on enregistre présentement. Bon, ben, c'est parfait. Dis-moi, j'ai combien de temps pour parler? Ben, ça va dépendre de ce que tu as à dire, vas-y. OK, c'est bon. Bon. Alors là, on continue, puis dis-toi, ça s'enregistre quand même. C'est bon? Oui. Ben OK. oui. Alors, ce qu'on vient de vivre, OK, c'est ce qu'on appelle une interférence astrale, OK? On appelle ça l'interférence des forces démoniaques maléfiques qui veulent s'interférer dans l'électronique parce que les autres, ils ont la capacité de jouer avec l'électronique. Fait que quand votre téléphone, il plante, votre ordi, votre iPad, OK, c'est tout arrangé par le gars des vues. Puis, le gars des vues, c'est ce qu'on appelle les forces invisibles. Puis, eux autres, ils laissent les forces négatives faire leur job parce que c'est important qu'il y ait une dualité. C'était important dans le temps qu'il y avait le Christ, c'était Yoshua, puis il y avait Judas, c'était Yahuda. Puis s'il n'y a pas de Yahuda, il n'y a pas de Yeshua, parce que ça prend le plus puis le moins en même temps. Puis l'important, c'est d'être capable d'avoir les deux côtés de la médaille en même temps. Quand t'es même, t'es fusionné, puis des fois, tu prends ton côté positif, des fois, tu prends ton côté négatif, et tu te sers de la force des deux pour faire ce que tu as à faire au moment où tu as à le faire. Je t'entends. On t'écoute. OK. Bon, alors on continue. Donc, moi, c'est sûr et certain, OK, que ce que je fais, ça plaît à beaucoup de gens, mais ça déplaît à beaucoup de forces invisibles parce qu'ils savent que moi, quand je vais faire ma job, puis que je vais devenir quelqu'un peut-être un peu plus qui va avoir la parole, mental, ça va faire qu'il y a beaucoup de gens qui vont comprendre exactement la vibration que j'amène, qui est une vibration très, très similaire à celle de Bernard, mais Bernard, c'est Bernard, puis Michel, c'est Michel, OK? Je veux pas prendre sa place, c'est pas moi dans Montréal, c'est lui, mais moi, je suis Michel Labrèche, j'ai le droit d'avoir ma propre vibration unique à moi, OK? Puis moi, en passant, ça va passer un peu par l'humour, parce que quand tu as beaucoup d'humour, ça prouve que tu as de l'esprit, OK? Ils disent que ça dilate la rate. C'est vrai quand tu ris, mais en même temps, ça prouve que tu as de l'esprit pour être capable de rire de toi-même au niveau égoïque quand il y a des choses qui sont vraiment out of this world. Puis Yvon Deschamps, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, le monde sont fous. Ça veut dire que les gens sont malades, et quand ils sont fous, c'est comme quand il disait, ma mère, elle travaille pas à trop d'ouvrages. Ça, c'est des réalités tellement vraies que quand tu dis ça, tu dis, coudonc, les gens, ils perdent leur temps, ils perdent leur vie à vouloir gagner leur vie. Ils ont plus de vie, ils ont de la misère à respirer par le nez, puis ils n'ont pas de vie personnelle, de famille et autres, parce qu'ils sont trop dans la matière, ils sont trop dans la matrice, puis ils sont beaucoup basés sur l'argent et le succès social. Puis le succès social, c'est bon, j'en ai eu, moi, puis à un moment donné, c'est pas normal qu'un gars comme moi ait 4 bureaux puis 14 secrétaires pour arriver à faire plein de cash, puis j'avais plus de vie tellement qu'à un moment donné, il a fallu que je lâche ce que je faisais en notariat à peu près il y a 8 ans, OK? Et là, je suis très content de la situation. Il est arrivé des choses dans ma vie qui font en sorte qu'il a été obligé de lâcher. Puis maintenant, je m'occupe de mes patates, je m'occupe de mes légumes, je m'occupe de mes amis, de mes passions, puis je m'occupe de moi. Puis ça, l'amour de soi, ça commence par soi. Si tu n'es pas capable de t'aimer, tu n'es pas capable d'aimer les autres. Et ça, c'est horripilant pour l'esprit qui ne peut pas concevoir qu'un monde comme ça existe, qui est runné par les forces négatives évolutives. OK? Donc, moi, ce que je veux faire, c'est essayer d'amener de la couleur dans la vie, amener de l'humour dans la vie et amener de l'amour dans la vie avec plein d'intelligence et de supramental. Et j'ai la volonté de faire ça. OK? Donc, il y en a qui disent que le travail est ardu, puis que la job est grosse. Puis j'ai dit, moi, je me suis relevé les manches. Oui. Puis je suis capable de prendre la job. Puis d'ailleurs, j'ai écrit mon livre. Richard, tu l'as lu. Est-ce que tu sais que ce livre-là, si j'additionne tout
40 000 heures, ça correspond à 20 ans d'université, 20 ans de travail. OK? C'est sûr qu'il y a un certain coût à ce livre-là. Il ne faut pas être mercantile trop. Il faut être capable de donner quand c'est le temps. Puis quand c'est le temps, tu es capable de ne pas donner et de ne pas livrer négativement. Parce que quand c'est ça, c'est ça. Puis quand c'est pas ça, c'est pas ça. Donc, mon livre, ça a coûté très cher. C'est juste pour te donner une idée. OK? Il y a 15 ans, quand j'ai fait imprimer le livre, je vous parle de chiffres vite, là, ça a coûté 150 000 pour imprimer 2000 coffrets. OK? Donc, ça vous donne une idée de combien ça coûte par coût de coffret. Ça, c'est un prix d'il y a 15 ans. Donc, aujourd'hui, c'est sûr que ça coûte une couple de centaines de piastres. Puis moi-même, en tant que petit gars, quand j'ai tombé sur la cosmogonie Durantia, OK, quand j'ai écouté avec François Payotte au restaurant Les Dos Blancs. Est-ce que tu te rappelles ça, Richard? Les Dos Blancs à Ville-Saint-Laurent avec François Payotte? Oui, il y a longtemps de ça. Hey, oui. Moi, j'ouvre la TV, j'ai 17 ans, à peu près 18 ans, puis j'ouvre la TV, puis les seuls mots que François Payotte, il dit à Richard Glenn, c'est comme la Bresse dans le temps. Puis moi, ça m'a frappé très au cœur. Je dis, coudonc, je pense que ces gars-là, il faut que je leur parle, il faut que je devienne chum avec, parce que je pense qu'on aurait des affaires à faire ensemble. Puis après ça, François Payotte m'a présenté Bernard de Montréal, puis il m'a présenté Richard Glenn. Puis après ça, moi, j'ai demandé à Bernard de Montréal, parce que j'ai fait mon séminaire, puis François ne l'avait pas encore fait. Moi, j'ai fait mon séminaire, puis François, il est parti il y a à peu près 3-4 ans, à 70 ans, parce qu'il était né en mars. Ben, il est parti, puis c'est moi qui ai payé pour son séminaire, à peu près en 82. Puis après ça, une fois qu'il avait fait son séminaire, toi, tu interviewais Bernard. De un moment donné, tu as décidé de tirer ta révérence, puis de ne plus faire d'entrevue avec Bernard. Puis c'est François Payotte qui a continué. Puis après ça, c'est Daniel Ménard. Alors, toute ce gang-là, j'étais tout convoité. OK? Puis c'était ma gang. Puis moi, ça fait seulement 40 ans que je suis là-dedans, quasiment. J'ai commencé en 82 mon séminaire. Donc, plus 18, ça fait 2000, plus 24, ça fait exactement 42 ans. OK? Ça fait 6 cycles de 7 ans que j'ai fait ça. Et mon prochain cycle, c'est 2024 à 2031. C'est le cycle où finalement, tout va se dénouer dans un cycle final. Si on veut parler de cycle, Bernard il est mort en 2022, il a changé de plan, il a été avec la force, appelez-les comme il veut, mais il y a des cycles solaires à tous les 11 ans. Puis le cycle de Jupiter, c'est à tous les 150 ans. Ils ont des éjections, OK, de magma. Puis en 2002, quand Bernard de Montréal est décédé, le lendemain dans la presse, il y avait 2 très, très grosses taches solaires. Ils ont appelé ça P1, P2. Et même encore le papier en quelque part. Et Bernard il disait toujours qu'un jour, quand il changerait de dimension, qu'est-ce qu'il ferait? Il irait d'autre part dans le soleil, il irait, dans son langage, péter la gueule au blanc. Puis le lendemain ou le surlendemain de son décès, sur la surface de la soleil, il y avait 2 très, très grosses taches solaires comme il n'y avait jamais vu. Dans mon livre, je l'ai écrit, je pense dans le 4e ou 5e volume, que Bernard de Montréal, quand il est passé l'autre bord, je pense qu'il a tenu sa parole, et il a fait ça. Et là, on est au mois de mai, il y a à peu près 2 semaines, il y a eu des taches solaires, il y en a eu 6. Puis on est en 2024, il prend 2022, il rajoute 2 fois 11 ans, on est à un autre cycle de 11 ans. Donc en 2013, il y a eu un autre cycle, je suis pas mal sûr qu'il y a eu des taches solaires ou des vents solaires, puis en 2024, il y en avait 6. Dans le temps de Bernard, il y en avait 2, ils ont vu 6 grosses taches solaires tellement que tout le monde est sorti la fin de semaine pour voir les aurores boréales. Ils ne sont simplement que la déflexion vers la ceinture de Val-à-Lune, OK, tout le magma solaire qui fait une espèce d'éjection à tous les 11 ans. Donc, le soleil, c'est comme un cœur, son battement de cœur, lui, c'est à tous les 11 ans par rapport à nous autres. Donc, le prochain battement de cœur, c'est dans 11 ans, et je m'attends à ce qu'il y ait beaucoup de choses sur la surface du soleil, exemple, en 2031. Pardon, 2035. Oui. Alors, ça, c'est la loi des cycles. Ça, j'en parle dans mon livre, OK? Puis je pense que le premier cycle, il y a eu un reset avec le crash de la bourse en 1929. Puis après ça, à tous les 7 ans, pour les cycles humains, 0 à 7, 7 à 14, 14, 21, 21, 28, 28, 35, 42. Tout ça, ça correspond avec tout
toutes sortes de choses et de clics. Puis tous ces clics-là, à partir de 1929, on est arrivé sur 7 ans, OK, en 1936. Puis en 36, c'était quasiment l'assassinat du duc de Ferdinand de la Deuxième Guerre mondiale. Puis après ça, Bernard de Montréal est arrivé en 39. Puis après ça, en 43, c'était quasiment le département de la Normandie. Fin de la guerre. Puis en 50, c'était la guerre de Corée. Puis plein d'affaires de même. Puis en 57, c'était l'industrialisation pour nous mener en 64 des Beatles. Puis en 71, c'était Peace and Love. Puis je voulais vous amener là-dessus. Peace and Love, essaye donc de faire la paix si t'as pas d'amour, pas capable. La bande de Gaza, puis ce gang-là, ils se battent depuis des milliers d'années, puis ils vont toujours continuer, parce qu'ils se battent dans les plans invisibles, OK? Puis la guerre qui est là-bas prend matière, prend forme ici. Donc, comment veux-tu pardonner à quelqu'un si ta mère a été violée, puis ta femme a été égorgée, puis ton fils a été décapité? Impossible. Donc, au lieu de dire peace and love, on serait pas mal mieux de mettre love and peace. Si tu as l'amour, la paix va s'installer toute seule. Ça sera même pas compliqué. Sinon, on n'est pas rien que les égos de tout le monde, les world leaders, et toute ce gang-là. OK? Ça fait des gros niveaux, des petits niveaux, dans les provinces, dans les villes, dans les villages, dans les familles. Donc, c'est le même problème qui est récursif. Puis moi, mon thème, puis mon principe, c'est d'essayer d'amener un peu d'amour sur la terre pour que les gens, s'ils peuvent être capables d'ouvrir leur cœur, l'amour va être tellement incommensurable que ça va régler plein des problèmes pour eux autres personnels. Puis si tout le monde règle leurs propres problèmes personnels, globalement, les problèmes de la terre vont se régler. Puis ça, si on veut arriver What a Wonderful World de Louis Armstrong, il faut qu'on commencer par Imagine de John Lennon. Alors, essayez donc d'imaginer un monde sans gouvernement, sans maladie, sans frontières. Vous pouvez essayer, si vous êtes capable. Peut-être que je ne suis pas le seul rêveur, mais il y en a d'autres comme moi, puis je pense qu'on va y arriver ensemble. Est-ce que tu comprends, Richard? Ben oui, tout le monde te comprend, là. C'est sûr que c'est un beau message que tu fais, là. Bon. Mais c'est pas dans le concret, dans le sens que c'est pas dans le concret, dans le sens que ça donne pas les outils. C'est comme les scientifiques, j'ai affaire de ce temps-là à des physiciens. Ils marchent avec des théories. La théorie est toujours bien plus belle que la réalité. On demande aux gens d'être dans la réalité avec des faits, avec des actions, avec quelque chose qui entraîne un changement dans la réalité. Quand on dit qu'il faut améliorer le sort du monde, ben. C'est très facile, Richard. Je vais continuer, OK? Ben mon livre, c'est un outil de travail, OK? Puis mon livre, il ne fait que parler de faits. Il donne des expériences que j'ai vécues, la compréhension que j'ai eue des expériences, puis où ça m'a mené. Ça dit, c'est quoi le problème actuellement au niveau de l'ego, au niveau de l'esprit, au niveau de la religion, au niveau de l'institution, au niveau des gouvernements, au niveau de l'argent, au niveau des maladies. Tout y passe. D'ailleurs, tu l'as lu, mon livre, je ne sais pas. Donc, ce livre-là, il explique plein d'affaires pour que ça devienne un outil concret. C'est pas juste de la théorie, c'est de la pratico-pratique. Puis c'est mon expérience pendant 40 ans qui m'est arrivé plein de choses. Puis j'ai à peu près tout compté ce qui m'est arrivé, sauf qu'il y a 3-4 affaires que c'est personnel à moi. C'est pas les affaires des autres mondes si je me fais initier à certains niveaux. OK? Donc, mon livre, c'est un livre majeur. Comme tu m'as dit l'autre fois, Michel, ton livre, c'est un masterpiece. C'est quasiment un chef-d'œuvre. Parce que avec un livre comme ça, tu es capable d'aller loin. Ça a pris 3000 pages à écriture pour être capable de dire le fond de ma pensée. C'est pas un livre de pensée comme, je sais pas moi, Confucius, là, ou Khalil Gibran, 200-300 pages. Non, c'est un livre de 3000 pages. Tout est là. Les diagrammes sont là. C'est moi qui les ai tous inventés à peu près. OK? OK? Mm-hmm. Bon. Alors, écoute bien ça, mon Richard. Tout ce que je peux dire, c'est qu'en passant, j'ai décidé de revenir à la charge après avoir vu 2 accidents. J'en ai eu un quand j'avais 17 ans, OK, en 72-73. Puis la fille à côté de moi est morte. Le gars à côté de moi, c'était mon meilleur ami, il est mort. Ça donne un gros wake-up call quand tu as 17-18 ans, OK? Puis t'es en secondaire 5, OK? Puis la vie, elle m'a parlé, puis j'ai été capable, mais ça m'a donné un gros coup et un gros down. Sauf que j'ai eu un deuxième accident, OK, en 92. J'ai scrappé mon char parce qu'il y a un char qui va rentrer dedans. Puis après ça, j'ai
eu mal au genou, puis c'est juste ça que j'ai eu. Puis après ça, en 2020, j'ai fait un AVC devant le Balmoral à Moronites, OK? Puis il y avait un gars stationné en double, puis je suis rentré dedans à 112 km/h. Puis une chance, j'avais mon airbag, puis j'avais ma ceinture. Les deux airbags ont pété, puis moi, j'ai rien eu, juste une fracture du coccyx. Puis on recommence. La dernière fois, c'était le 1er avril, puis c'est pas un poisson d'avril. J'ai eu un accident, vous verrez mon char, il est tout massacré. J'avais une belle Audi Q5, OK, 2011, puis c'est arrivé, je suis tombé endormi à mon volant, OK, à la sortie 45 sur l'autoroute devant l'hôpital Saint-Jérôme. Puis ça, il était 3 heures de l'après-midi parce que j'étais hyper fatigué, j'étais brûlé, j'essayais de tout faire en même temps, puis j'ai appris ma leçon. À cette heure, je m'occupe de moi, je marche, je médite, je relaxe, puis c'est ça que je fais. Depuis quand t'as arrêté d'être notaire? À quelle époque? Depuis 2016. Je ne suis plus notaire depuis 8 ans. Ça fait mon affaire. Puis là, j'ai décidé de revenir à la charge, puis je recommence une série de conférences. Puis la conférence que je fais avec toi, c'est la première d'une longue série, parce que je vais dire, puis s'il faut, je vais crier ce que je sais, puis j'aimerais ça que les gens qui achètent mon livre, puis que ça devienne un outil pour eux autres, puis j'aimerais ça qu'ils m'appellent, puis en passant, s'ils veulent m'appeler, c'est 438-838-6244, puis ça fait magie. 6244 sur le téléphone, ça fait M-A-G-I. 438 être en marketing. 438 838 838 6244. 6244. Les gens peuvent t'appeler, c'est ton cellulaire? Ben oui, moi je suis parlable. Des fois, je fais des affaires en Europe, avec l'Afrique, avec l'Angleterre, avec le Luxembourg, la France, avec la Roumanie, OK? Fait qu'il y a des gens qui m'appellent des fois, puis il est 4 heures du matin pour moi, puis pour eux autres, il est 3 heures de l'après-midi. Fait que je réponds toujours au téléphone, puis si je ne réponds pas, il y a une bonne raison. Puis là, ma prochaine conférence, ça va être le 9 juin, puis le 16 juin, OK? Je m'en vais au Café Morin, en face du Spago et du Cinéma Pine à Saint-Adèle. C'est là que ça va se passer. Il va y avoir seulement que 60 billets de disponibles. Mon ami Giorgio Fumenti, qui est la mezzo-soprano la meilleure sur la terre, elle chante comme Sarah Brightman avec Bocelli, Pavarotti et Julio Iglesias, son fils Enrico. Puis elle va être là, elle va chanter quelques chansons, dont une chanson que j'ai composée moi-même la musique parce que je suis musicien. Ça s'appelle La Musicienne. Pour aller avec le magicien, avec un S, la musicienne, on enlève le C et on met un S. C'est la musique qui t'appartient. Quand tu fais de la musique comme ça, c'est quasiment de la musique céleste. Et tout à l'heure, je vais te l'envoyer pour que tu puisses le diffuser. Tellement la musique est belle, les gens qui entendent ça, ils disent que c'est comme la musique angélique avec des chœurs d'enfants. Il y a du corps français, puis il y a de la harpe, puis du triangle, puis de la guitare, puis du piano, puis c'est vraiment très joli. Alors, à quelle date, Morin, à quelle date, les dates que tu as données, c'est quoi? Oui, alors c'est le 9 juin, OK, de 6h à 10h, et le 16 juin, la semaine d'après, juste avant la Saint-Jean-Baptiste, je fais 2 belles conférences, je parle pendant à peu près 20-25 minutes. J'ai quelques amis qui vont se présenter avant. Après ça, on a un beau repas, un beau souper, OK, qui vaut 50$. Puis après ça, moi, que j'ai parlé, Giorgio Fumenti va chanter pendant 20 minutes une mini-prestation. C'est pas un gros concert, mais elle va quand même eu le temps de changer 8-9 chansons. Puis dans les chansons, on va chanter Somewhere Over the Rainbow, parce que Somewhere Over the Rainbow, c'est la chanson thème de mon livre en anglais. Ça dit que n'importe quand, si tu es capable d'aller au-delà de l'arc-en-ciel, il va juste faire beau, il va faire soleil, il pleuvra pas, il neigera pas, il n'y aura pas de grésil, il n'y aura pas de pluie, pas de fog. Tout ce qu'il va y avoir, c'est du soleil. Puis moi, c'est ça que j'essaie d'amener sur la Terre. Puis d'ailleurs, après ça, il va y avoir des vacances. Et moi, je me retrouve à New York, Times Square. Puis je vais essayer de faire la promotion. Puis je vais faire la promotion de Bernard de Montréal en plus. OK? Parce que Bernard, c'est un grand initié. Puis il mérite qu'on parle de lui. Puis je pense qu'il est déjà dans une centaine de pays. Sauf que c'est plate parce que les machines qui prennent, c'est pas du vrai Bernard. C'est comme si tu mangeais une soupe aux légumes, puis tu ferais, OK, une espèce de crème de légumes. Ça va goûter tout mélangé. Tu vas avoir les mêmes nutriments, et tu n'auras pas le plaisir de goûter les céleris, les carottes, les tomates quand ils croquent dans ta bouche. Donc, Bernard de Montréal, on l'a écouté tous les deux, puis
quand il est vibratoire, puis lui, sa vibration nous faisait lever les poils sur les bras. OK? Sauf que si c'est juste sans aucune intonation, puis qu'on ne connaît même pas sa voix, il y a le texte qui est là, sauf que le cœur et l'esprit ne sont pas là pantoute. Moi, je me rappelle d'avoir assisté à plein de conférences de Bernard, que c'était tellement intense qu'il fallait que je me lève, puis j'aille dans la salle de bain, OK, prendre un verre d'eau, parce que c'était intense, puis que j'étais un peu déboussolé, puis débalancé, dans le bon sens, dans le sens qu'il venait de toucher une corde sensible dans moi. Puis Bernard, il était fort pour faire ça. Puis toi, au Cégep Maisonneuve, tu as fait ça pendant au moins une couple d'années. Ma première conférence que j'ai assistée, OK, c'était le 5 février 82. Puis Bernard, il disait qu'il faisait un séminaire à la fin du mois. Puis la première fois de ma vie que j'ai entendu ce gars-là, j'ai dit, il dit la même chose que moi, avec d'autres mots. J'ai été voir pendant le break. Puis pendant le break, il s'est tiré d'or. Il savait qu'est-ce que j'étais, puis qui j'étais. Puis il dit, toi, je te parle pas. Parce que tu serais bien trop impressionnable. Puis c'est tiré de bord, puis il est parti. Puis moi, j'étais très dans mon cœur. Puis je dis, coudonc, il y a un gars sur la terre qui comprend, puis c'est moi. Puis il ose me faire un vol de face de même. Puis après ça, avant qu'il meure, il m'a expliqué, il m'a dit, Michel, si j'avais voulu te magnétiser, tu aurais été le président de mon fan club, puis tu n'aurais jamais été capable de faire ce que tu es supposé faire. Puis en 83, quand j'ai fait ma première conférence, que je vais te donner un CD, tu le feras jouer à qui tu veux, et c'est tellement vibratoire, on pense que c'est Johnny Carson qui parle. Parce que c'est tellement drôle que les gens ils se lèvent debout, standing ovation, puis ils n'arrêtent pas de rire, comme si c'était drôle, parce qu'en plus, j'étais capable de mettre beaucoup d'humour et passer plein de messages. Donc, en 83, Bernard il est venu me voir dans le break après la conférence. Bernard de Montréal s'est déplacé pour venir m'écouter. Moi, c'est la seule fois qu'il a fait ça, à peu près, parce qu'après ça, je n'ai pas fait d'autres conférences avant 15 ans. OK? L'autre, après ça, est allé peut-être en 95. C'était à Boston, en anglais. OK? WBZC. À Boston, en anglais. Elle, je lis encore. Elle est super bonne. Si tu as des personnes qui sont anglo dans ton entourage, tu vas te la laisser pour que ces gens-là puissent t'écouter. Puis c'est vraiment bon parce que Bernard de Montréal, il parlait souvent en français. Et de temps en temps, il faisait des petites choses en anglais quand il savait qu'il y avait des Anglais dans la salle. Moi, j'ai amené 2-3 fois des amis anglo, puis Bernard il savait, puis il a fait à peu près un tiers de la conférence en anglais, puis le reste en français, parce que son thème majeur, c'était le français. Il disait que le français, c'était la langue de l'esprit. C'était pas l'anglais. L'anglais, c'est une langue mathématique, c'est une langue d'affaires, mais c'est pas la langue de l'esprit. Il n'y a pas la noblesse qu'il y a en Europe. Catherine de Russie parlait français, puis Isabelle d'Espagne parlait français, puis tous les grands de ce monde dans la monarchie parlaient français, et même la reine d'Angleterre, puis Charles, il parle français. OK? Parce que le français, c'est vraiment la langue pour transférer l'intonation du supramental. Parce que dans les autres langues, il faut être très très bon, puis ça passe moins, parce qu'ils n'ont pas la nuance que le français a. Es-tu d'accord, Richard, que si je te dis il fait fret, c'est pas la même affaire pantoute que si il fait froid en motadie. Dis-moi donc pourquoi tu n'as pas un site Internet toi-même, avec des Ben amis? oui, j'en ai un site. Ça s'appelle Les pouvoirs de la magicienne. Puis là, je suis en train de travailler, j'avais fait un site, puis il y a un gars qui m'a arnaqué, il est parti avec toutes les affaires, puis le site, actuellement, est en République dominicaine, puis si je le paye, il va me faire un nouveau site, sauf que moi, je pense que je vais faire une affaire avec lui, je vais faire un site électronique, puis je vais appeler ça ici. C'est une joke. La magicienne s'écrit M-A-G-I-C-I-E-N ou S-I-E-N? M-A-G-I-E, magie, sienne, S-I-E-N-N-E, donc c'était en 2 mots. La magicienne, @gmail.com. Oui, mais ça, c'est une adresse courriel. Oui. Mais moi, je te demande si tu as un site http://, mais tu l'as-tu, ça? Mais actuellement, ce que j'ai pour l'instant, c'est une page web. La page web, ça s'appelle monlac.com. Ça dit qu'est-ce que je fais en tant que promoteur immobilier. J'ai plein de beaux terrains. J'ai un terrain qui a un tiers de la ville de Laval en grandeur. Il y a 20 lacs avec des grosses suites. Je suis en train de faire un éco-village pour mes amis. Puis pour ceux qui vont vouloir s'investir là-dedans, il va y avoir une brasserie. On va faire pousser notre propre légumes. On va avoir de la permaculture souterraine. On va avoir des maisons magnétiques, OK? À quel endroit c'est, ça? C'est à Wentworth, OK?
juste en arrière de Saint-Sauveur et de Mornite. Ça s'écrit comment? C'est un gars, Wentworth? Wentworth. W-E-N-W-O-R-T-H. Wentworth. OK. Puis j'ai un gars qui a des brevets d'invention pour des brevets magnétiques. Tu mets une maison sur pilotis, tu mets 4 aimants magnétiques de chaque côté. Puis qu'est-ce qui se passe? S'il y a un tsunami, s'il y a un tremblement de terre, s'il y a n'importe quoi, la maison est totalement éclairée, il n'y a rien qui va arriver. S'il y a une tornade non plus, rien. C'est tout prouvé, ça. Ça fait la petite maison qui était à Chicoutimi quand il y a eu l'ouragan l'autre fois, là, tu sais, là, puis le déluge est arrivé, là. Il y avait une petite maison qui était toute seule, qui était sur du roc, puis l'eau a passé de chaque côté, même affaire que ça. OK? La petite Maison Blanche. Oui, mais c'est pas la Maison Blanche à New York. À Washington, c'est la Maison Blanche à Chicoutimi. Oui, certain. Écoute, Michel, une chance que je te pose des questions parce que t'aurais pas parlé de ça. Ça a l'air, il fallait que je t'amène à parler de ces sujets-là. Ben moi, moi, dans le fond, c'est juste une introduction. Et dans le fond, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a des gars comme toi, comme mes amis perso, qui ont été séminaristes de Bernard de Montréal, qui sont très avancés et qui posent des questions un peu plus compliquées que j'essaie d'expliquer dans mon livre, puis dans mon nouveau livre numéro 23, OK, que je vais présenter à New York, OK, au 21 septembre sur CNN, sur Fox. Je vais être avec des grands de ce monde. Je vais parler de Wizard of Oz, qui est la continuité de Bernard de Montréal, avec le supramental, avec Krishnamurti et Aurobindo, puis toute ce gang-là. OK? Moi, je prends le flambeau, c'est comme une course à relais, puis moi, je suis juste Michel, puis je fais mon possible pour essayer d'amener cette conscience-là en quelque part dans l'esprit et dans le cœur des hommes et des femmes. Michel, je t'ai donné le temps d'antenne pour que tu puisses justement élaborer sur tout ça. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Je ne sais trop. J'ai hâte de lire vos commentaires. Vous avez qu'à les écrire ici en bas du vidéo Randia. Je vais tous vous lire. Je répliquerai à quelques-uns, donner une réplique ou un commentaire. Lorsque je sens que le message que vous écrivez est vraiment intéressant, vaut le coup, vaut la lecture, je mets un pouce par en haut dans les appréciations qu'il y a sur chaque commentaire. De votre côté, si vous avez vraiment apprécié la rencontre avec Michel Labrèche, vous pouvez faire un pouce par en haut, ça va être très apprécié pour l'équipe. Mon équipe qui est réduite au maximum, c'est Geneviève et Richard. Et puis, à l'occasion, on a l'aide de Jean Deflore pour avoir le réseau Internet. Et on a Gilles qui me donne des conseils pour le complément surprenant. Et j'ai déjà fait des entrevues avec Michel Labrèche. Je ne serais pas surpris que Gilles me recommande de vous recommander de regarder des entrevues qui ont été faites dans le temps où la caméra fonctionnait, où tout fonctionnait. Et c'est un personnage, monsieur Michel Labrèche. Hein? Alors, au plaisir de vous lire et à bientôt. Et pour nos abonnés au club créé à l'adresse orandia.ca, il y a bien sûr des vidéos qui sont en prévision et d'autres qui sont déjà disponibles pour le mois de mars, pour le mois d'avril 2024. On voit les contenus. À chaque mois, il y a au minimum une vidéo déjà de disponible. Et au mois de mai aussi. Alors voilà, c'est ce qui termine notre présentation pour le club créé, car nos gens sont patients, puisque j'ai été débordé dans le travail de printemps et aussi à d'autres niveaux. Alors merci, et je vous invite à regarder comme à l'habitude les compléments surprenants de notre ami Gilles Surprenant, qui est toujours au repos, mais qui est à l'avenir bientôt à revenir. De toute façon, il me donne des liens, des suggestions à vous proposer à chaque semaine. Alors, c'est à l'adresse orandia.com dans le forum Orandia. Et c'est très sécuritaire, il n'y a aucun danger. Merci d'être abonné au Club Créé et au plaisir de lire vos commentaires. Un pouce par en haut, toujours apprécié de la part de toute notre équipe. Et voici maintenant notre suggestion en rapport avec le contenu de l'émission d'aujourd'hui. Évidemment, des vidéos que nous avons faites dans le passé avec M. Michel Labrèche, auteur d'une encyclopédie formidable, très particulière,
en rapport avec les conférences de Bernard de Montréal et son langage à Bernard de Montréal qu'on y retrouve. Bonne semaine et à bientôt. Au plaisir.